Mais allez expliquer à un président américain, surtout George Bush, qui n'était jamais sorti des États-Unis, sauf pour aller au Mexique quand il était étudiant. Vous n'avez jamais quelqu'un dans la chambre, dans la salle, qui va se lever en disant « Excusez-moi, je suis le porte-parole de la DGSE ou des services de renseignement pakistanais, vous racontez n'importe quoi ». Il n'y a pas un individu qui s'est plus trompé sur les questions internationales que Sartre. Il a été stalinien, il a été maoïste, alors que le type qui pensait juste, c'était Aron, et Aron, comme il était de droite, on ne pouvait pas considérer que c'était un penseur. Quand vous avez dit tout à l'heure la démocratie a signé un pacte avec le diable, est-ce que c'était Roosevelt et Churchill? Comment voulez-vous que ces gens puissent avoir confiance dans ces Occidentaux qui ont été aussi ignobles dans leur comportement? Et vous allez les convaincre d'abandonner la bombe? Le mensonge peut très bien sortir d'une démocratie qui a besoin de faire la guerre, mais par rapport à son opinion publique, pas par rapport à la situation locale. C'est exactement comme la Libye. Sarkozy devait se dire, mais est-ce que je gagne les élections si je fais la guerre en Libye? Est-ce que l'Ukraine ne va pas devenir un grand Israël? Mais tout le monde l'a fait. La DGSE faisait des coups d'État en Afrique. Mais simplement, on est dans un régime démocratique, on dit, oui, mais ça c'est pour le bien des Africains. Mais c'est-à-dire, encore une fois, c'est les pays qui donnaient des leçons, si vous voulez, qui ont accueilli tous ces pourris, tous ces gens qui avaient pillé la Russie. Pierre Conesa, bonjour, on est à la librairie du Globe, la librairie russe de Paris. Si je vous présentais, je dirais que vous êtes, vous avez un dogme de russe. Eh bien justement, c'est faux. Non. Si, c'est sur Wikipédia que vous avez trouvé ça, oui. Et je n'ai jamais voulu corriger parce que je voulais montrer que Wikipédia est une source d'information. J'ai un dogme de chinois. Oh. Ouais, j'ai jamais voulu le corriger parce que je voudrais que justement, à chaque fois que des gens pensent trouver des informations sur Wikipédia, il faut quand même les recouper. Je suis désolé, j'aurais aimé d'ailleurs faire un dogme de russe, mais ça n'est pas le cas. Ah, une magnifique leçon. Bah, alors présentez-vous vous-même. Ben oui, je crois que c'est ce que je peux faire de mieux, je me connais assez bien d'ailleurs. Si vous voulez, moi j'ai commencé à faire des études d'histoire. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, si vous voulez, après avoir passé l'agrégation, j'ai enseigné pendant 5 ans et après, au bout de 5 ans, je commençais à m'ennuyer, donc j'ai présenté l'ENA, j'ai fait l'ENA, etc. Bref. Et donc, sur le plan strictement professionnel, j'ai changé de profession tous les 5 ans à peu près. J'ai été juge administratif, après je suis allé au ministère de la Défense où j'ai fait tout sauf de l'administration. Et puis ensuite, les 10 dernières années de ma vie professionnelle, j'ai dirigé une société d'intelligence économique. Pourquoi je vous dis la chose? Maintenant, j'écris. C'est maintenant que je sévis, si vous voulez, dans l'écriture. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que, avec l'évolution du système médiatique, l'immédiateté tient lieu d'information. C'est-à-dire que tous les jours, les chaînes d'infos en continu doivent apporter une information, donc doivent meubler les plateaux avec des experts de toute nature qui doivent effectivement venir expliquer ce qui va se passer demain. C'est surtout ça qui les intéresse. Alors, je crois que quand j'ai écrit ce livre sur le complexe militaro-intellectuel, sur Vendre la guerre, évidemment parce que la guerre c'était le sujet qui m'a le plus intéressé, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un bouleversement qui s'est passé après 91 dont on n'a pas mesuré toute l'ampleur sociologique. Bon, évidemment, la transformation essentielle c'est la disparition de l'URSS. Donc là, tout à coup, vous avez effectivement l'ennemi structurel qui organisait toute la pensée stratégique occidentale, etc., disparaît. Bon. J'étais à l'époque dans les milieux des affaires stratégiques, et alors c'est très rigolo, parce que quand vous n'avez plus d'ennemis, que vous êtes dans les affaires stratégiques, vous avez deux solutions, soit vous licenciez, soit vous inventez. Bon.
Et les Américains, qui avaient un très gros système de pensée stratégique, eux, ont préféré inventer. C'est-à-dire qu'ils ont sorti 2 bouquins dont on a fait le succès, qui étaient effectivement le choc des civilisations et puis la fin de l'histoire. Le choc des civilisations, c'est une manière de reconstruire l'ennemi, puisque les Américains disaient, mais en fait, aujourd'hui, les 2 seules menaces sont le monde asiatique, sous-entendu la Chine, et puis le monde arabo-musulman. Bon. Je vous remarquerai qu'on a fait une 30aine d'interventions militaires depuis, mais c'est pas grave, par nature, nous, ce sont des bonnes interventions militaires, puisque nous sommes le camp du bien. Et l'autre grand penseur, si vous voulez, qui était Fukuyama, lui, il prédisait purement et simplement la fin de l'histoire, c'est-à-dire le triomphe du modèle capitaliste libéral. Bon. Fukuyama a soutenu la guerre en Irak. Ne me demandez pas le lien, c'est simplement pour vous expliquer. Quand vous êtes dans ce système-là, vous devez fabriquer de l'ennemi. Bon. Et donc, de fabriquer de l'ennemi, parce qu'évidemment, c'est la condition même de votre succès, c'est la condition même de votre positionnement, c'est ce qui fait votre originalité, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, quand le système est organisé, vous avez des gens qui vont vous justifier à peu près tout. Et vous avez des gens qui vont même aller jusqu'à vous justifier n'importe quel conflit. C'est ça la transformation essentielle, c'est que ça échappe en quelque sorte au monde de la défense, parce que les guerres dans lesquelles on va s'engager ne sont plus des guerres dans lesquelles il y a des enjeux stratégiques. Les motivations deviennent complètement différentes. Ça va être une intervention humanitaire en Somalie, ça va être une intervention d'interposition en Yougoslavie, ça va être une interposition au Timor. Enfin, vous voyez, on est dans des systèmes, si vous voulez, où la raison proprement stratégique, qui devrait être la seule cause de la guerre, si vous voulez, a perdu de son sens. Et donc on entre dans une espèce de dispositif où, encore une fois, moi je l'ai vécu de l'intérieur, vous avez des gens qui disent « Regardez, je rentre de tel pays, il y a un massacre, je connais les gentils, je connais les méchants, et on ne peut pas ne pas ». Une fois qu'on a dit « on ne peut pas ne pas », ça veut dire qu'on vous renvoie à votre responsabilité morale de puissance occidentale triomphante du communisme. Donc, si vous voulez, c'est une manière d'interpeller le politique. Alors, si vous voulez, il y a deux personnages que j'adore, moi, justement, dans ce paysage militaro-intellectuel. C'est Bernard-Henri Lévy et c'est Alexandre Adler. Alexandre Adler, justement, vous devez le connaître, puisque c'était longtemps un spécialiste de la Russie. Moi, je l'ai connu il y a assez longtemps, mais épisode intéressant, Adler, si vous voulez, c'est un conteur. C'est-à-dire un homme qui, quand il prend la parole, vous pouvez rester des heures à l'écouter. Et il enchaîne les choses avec une espèce de mémoire éléphantesque, si vous voulez, bon, à laquelle on est totalement pris. Alors, moi, je redécouvre Alexandre Adler en 92 quand on crée la délégation aux affaires stratégiques. La délégation aux affaires stratégiques est une demande qu'avait fait Pierre Jox après la guerre du Golfe, parce qu'il disait c'est inadmissible qu'on soit totalement dépendant des informations américaines, et donc il demande de créer la délégation aux affaires stratégiques. Et au ministère de la Défense, on trouve dans les meubles Alexandre Adler, qui avait été recruté par le prédécesseur. Et on fait une réunion sur la Turquie. Et alors, Adler prend la parole et il commence à raconter ça, de la stratégie russe, les instructions du KGB du 12 novembre 63, reprises en 78. Là. Je me tourne vers le type de la DGSE qui était là, je lui dis, c'est intéressant ce qu'il raconte, vous les avez ces instructions? Le type calmement me dit, non, non, il invente. Il invente. C'est-à-dire qu'un des trucs d'Adler, pour se positionner sur tout sujet, c'est de citer les services de renseignement. Et c'est un truc formidable parce que vous n'avez jamais quelqu'un dans la salle qui va se lever en disant « Excusez-moi, je suis le porte-parole de la DGSE ou des services de renseignement pakistanais, vous racontez n'importe quoi. » Donc vous avez un argument imparable. Pourquoi personne ne se lève? Ben parce que si vous êtes dans un service de renseignement, vous ne venez pas dans une réunion publique pour dire la position de mon service, c'est ça. Si en plus vous faites comme il le fait de temps en temps, il vous dit dans cette région du monde où les services pakistanais sont très actifs, c'est Alexandre Adler qui a aidé Fedorovski de devenir le grand écrivain en France. Parce que je ne sais pas, mais si vous voulez, le personnage d'Adler est quelque chose qui est assez symbolique du système français, c'est-à-dire l'intellectuel universaliste. C'est-à-dire Adler va se prononcer surtout, pas seulement sur la Russie, il va se prononcer sur le monde arabe, il va se prononcer sur Israël, etc. Et ça, c'est un modèle, si vous voulez, qu'on a connu tout au long du développement chez les intellectuels français. Rappelez-vous quand même que dans l'époque de la guerre froide, le grand penseur universel, c'était Sartre. Or, il n'y a pas un individu qui s'est plus trompé sur les questions internationales que Sartre. Il a été stalinien, il a été maoïste, alors que le type qui pensait juste, c'était Aron, et Aron, comme il était de droite, on ne pouvait pas considérer que c'était un penseur. Donc, vous voyez comment cette société française a une espèce de fascination pour l'intellectuel, c'est-à-dire l'homme qui était capable de vous prendre des éléments à droite, à gauche, et vous dire, vous montez...
pas pour n'importe quel intellectuel. Il y a comme, comment vous expliquez cette pénétration de la pensée bolchevique, parce que c'est ça un peu. C'est pas une pensée bolchevique. Moi, je crois que c'est une caractéristique spécifiquement française. Je vous prends l'autre exemple qui est Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy est effectivement un type qui est capable n'importe quand d'arriver sur un plateau télé et de dire « je rentre de telle région du monde », parce qu'il a quand même de l'argent, donc il peut y aller, et je vais vous dire qui sont les gentils et qui sont les méchants, et il interpelle le politique depuis le plateau télé en disant « on ne peut pas ne pas ». Bon. Si vous voulez, BHL, par exemple, qui a une chronique dans Le Point, toutes les semaines, et dans laquelle il donne son opinion sur la vie internationale. Il a 2 fois résolu la crise afghane. Donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas cet homme, puisqu'il est capable de résoudre la crise afghane? Vous voyez, cette prétention intellectuelle, cette prétention de l'intellectuel français de dire « moi j'ai la solution, mais on ne m'écoute pas ». Bon. Mais le public a un mémoire court. Pourquoi je ne sais pas, je ne sais pas. La question m'a taraudé moi aussi. Par exemple, l'autre fois, j'étais dans un débat avec le général Paloméros, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air. Et alors, comme on se connaît depuis longtemps, il me raconte l'entretien qu'il a eu avec Bernard-Henri Lévy sortant de l'Élysée, qui venait lui expliquer pourquoi il fallait faire la guerre à la Libye et comment il fallait faire la guerre à la Libye. Et Paloméros me dit, mais j'étais fasciné parce qu'il m'expliquait comment faire la guerre, alors que moi j'avais fait la guerre pour la bande d'Aouzou. Donc lui était effectivement un guerrier, et Henri Lévy arrivait, comment il expliquait pour... Donc on a notre débat sur autre chose, etc. On sort, et qui est-ce qu'on trouve invité en vedette américaine? Bernard-Henri Lévy. Alors j'attrape la fille de la télé, je lui dis, mais attendez, pourquoi vous l'invitez seul? Vous avez là quelqu'un qui l'a fréquenté, gardé, le général Paloméros. Ah, je vais demander à la direction de la chaîne. C'est-à-dire, il est hors de question qu'il y ait un débat avec Bernard-Henri Lévy. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est très intéressant, de même qu'on n'aurait jamais imaginé un débat entre Aron et Sartre. Il y a quelque chose de fascinant dans la société française, hein, encore une fois, ça ne concerne pas que la Russie, qui fait que tout à coup, on place des individus sur un piédestal, et ces individus ont un droit de parole sur n'importe quoi, surtout. Ça peut enchaîner les conneries avec une très grande vitesse, BHL, il arrive à le faire 1 fois par semaine, mais ça reste quelque chose qui est qui est une espèce de question sur laquelle je n'ai pas de réponse sur la société française et son mode de fonctionnement. Bah, j'ai l'impression que ça me rappelle un autre pays d'où je viens. C'est ce que j'appelle bolchevique. Ah, c'est intéressant votre comparaison, effectivement. Bon, c'est quand même pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas d'autre label que ce que leur donnent les médias. C'est quand même pas une légitimation politique, si vous voulez. Dans ce sens-là, effectivement, vous avez quand même des structures qui ont... Mais les médias, c'est un pouvoir. C'est le pouvoir d'État, au fait. Non, c'est pas un pouvoir d'État. Non. Non, non. Pourquoi? Ah, parce que dans la société démocratique, c'est pas un pouvoir d'État. C'est un pouvoir. Mais la démocratie, elle peut être plébiscitaire. Je pense que la France, c'est un pays plébiscitaire. C'est la démocratie plébiscitaire. Oui, mais c'est pour désigner à la limite un dirigeant, mais pas pour tenir les médias. Quand vous avez effectivement 5 chaînes d'infos en continu, vous avez une mécanique qui tourne toute seule sur elle-même. Parce que des chaînes d'infos en continu, vous savez, toutes les heures, grosso modo, une chaîne d'infos, ça fait 10 à 12 minutes d'information réelle, de la publicité, puis le reste, ça doit être du débat. Bon. Et ça veut donc dire qu'il faut peupler les plateaux télé avec 4 personnes ou 3 personnes, et ça doit se renouveler sur 24 heures, et donc vous imaginez la consommation de gens qui doivent effectivement se succéder sur les plateaux télé. Et donc vous avez ces gens à qui on va poser des questions, mais dont la légitimité intellectuelle n'est pas du tout avérée. Je vais vous prendre un exemple qui va probablement plus vous expliquer la situation actuelle. Après le 11 septembre, quand il y a l'attentat de New York, la société américaine est très profondément traumatisée. Ça peut se comprendre, il n'y a jamais eu la guerre sur le territoire. Les Américains ne savent pas ce que c'est qu'une ville rasée, qu'est-ce que c'est que des tickets de rationnement, qu'est-ce que c'est que des queues pour aller faire de l'eau à la fontaine à côté, etc. Bon. Et donc le choc est immense aux États-Unis. Et quand vous avez une société qui est aussi, comment dire, traumatisée que l'était la société américaine, si vous voulez, je vous prends une comparaison, c'est la société française après la victoire allemande en 1940. Cette société est très traumatisée, elle va se chercher un sauveur, une espèce de moyen de résoudre cette interrogation. Bon, la France a été pétain, mais pour les États-Unis, ça a été les psys. C'est-à-dire que les psys sont apparus sur les plateaux télé en disant « Mais attendez, vous inquiétez pas, c'est pas vous qui êtes responsable. On va pas, vous ne devez pas vous interroger sur la raison qui fait de vous une cible. On va vous expliquer que l'autre est fou. » Et donc vous avez eu ce qu'on retrouve aujourd'hui avec Poutine. La même chose avec Poutine, oui. Oui, des tas de gens qui vont arriver sur les plateaux télé, forts d'un diplôme de psy, analyste psychologique, psychologue, tout ce que vous voulez, et qui va vous expliquer que l'autre, par nature, n'est pas normal. Et c'est ça qui vous fournit cette espèce de quitus dont vous avez besoin pour vous dire oui, après tout, il a raison. Et vous voyez bien que Freud s'était toujours opposé à ce qu'on diagnostique quelqu'un qu'on n'avait jamais rencontré.
Mais que ce soit pour Ben Laden ou que ce soit pour Poutine, on a exactement cette dérive. Mais dans ce cas-là, comment vous expliquez que Poutine, il y a très peu de temps, c'était un business partner, c'était business as usual, on lui a pardonné la guerre en Géorgie, on a dit bon bah tu arrêtes la guerre et on ouvre le Nord Stream. Et aujourd'hui, tout d'un coup, il est fou. Madame Merkel, qui était tellement de mèche avec lui, qui aujourd'hui fait son explication dans une interview qui est apparue il y a quelques jours, où elle a dit oui, je sentais déjà qu'il était parti dans l'astral. Tout d'un coup, elle est devenue tellement lucide, mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant ces 20 ans quand elle a proposé du business as usual avec Poutine? Qui est fou dans ce cas-là? D'abord, première remarque, vous savez, Saint-Just disait le pouvoir rend fou et le pouvoir absolu rend fou absolument. Je ne connais pas d'homme politique qui n'est pas un petit grain de folie parce que arriver à ce poste-là est pour lui la consécration de toute une vie. Pour moi, ils sont psychopathes dès le départ. Non, on n'est pas obligatoirement un psychopathe, mais je veux dire, il y a une transformation génétique, si vous voulez, dans un individu dont toute la vie a été tendue vers un poste qui peut être un poste ministériel, présidentiel, ce que vous voulez. Bon. Donc, ce mode de fonctionnement, ça vous place, si vous voulez, dans une espèce d'aura autour desquels vous avez des conseillers qui vont tourner, qui vont vous expliquer. Moi, je me souviens par exemple très bien d'un ministre dont j'ai complètement oublié le nom, mais qui avait autour de lui des conseillers, et puis ces conseillers lui racontaient qu'en fait, à l'Élysée, on pensait à lui pour qu'il devienne Premier ministre. Vous êtes là, vous entendez des gens qui vous parlent comme ça, vous commencez à réfléchir, il faut sourire. Bon, en fait, il a disparu dans le remaniement gouvernemental, j'ai même oublié son nom. Mais c'est pour vous dire comment ça fonctionne. Donc c'est vrai auprès de Poutine, mais c'est vrai aussi auprès de Trump, c'est vrai aussi auprès de Sarkozy. Pourquoi Sarkozy avait-il besoin d'aller faire la guerre à la Libye? Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous avez des moments où la fragilité du politique, c'est que justement un conseiller qui sait vous prendre dans le bon sens peut vous amener à prendre des décisions idiotes. C'est probablement vrai pour Poutine, c'est également vrai pour Trump avec l'Afghanistan, c'est également, enfin avec George Bush, pardon, avec l'Afghanistan. Donc, pardon, excusez-moi. Donc vous voyez bien que c'est ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionne ce complexe militaro-intellectuel qui tourne autour du pouvoir et qui fait qu'au bout d'un certain temps, surtout s'il n'y a pas de structure d'opposition en face d'un ennemi réellement identifié. Bon. Regardez le bouleversement post-11 septembre. George Bush, le fils, décide de faire ce discours extraordinaire sur l'état de l'Union en janvier 2002 pour dire l'axe du mal, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Vous imaginez être à la tête des Nord-Coréens apprenant qu'ils étaient responsables des attentats du 11 septembre. Par contre, le principal pays responsable des attentats, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, 15 Saoudiens sur 19 terroristes, était exclu du champ de l'analyse stratégique. Donc l'analyse stratégique officielle n'est pas un champ d'analyse scientifique, c'est un champ d'analyse politique. Bon. Et donc on est sur quelque chose, si vous voulez, où l'Occident, encore une fois, la plus grande démocratie du monde, va s'engager dans une guerre idiote en Afghanistan. Guerre idiote en Afghanistan, pourquoi? Parce que soi-disant Ben Laden est là-bas. Mais il faut une vengeance. La société américaine a besoin d'une vengeance. Elle veut la tête de Ben Laden. Alors, les talibans proposent d'extrader Ben Laden, qui était à l'époque en Afghanistan, dans un pays neutre, en espérant s'en débarrasser. Mais non, il faut une vengeance. Donc, vous avez cette décision qui, encore une fois, est une extraordinaire erreur stratégique, c'est de penser qu'on va conquérir l'Afghanistan. Alors, il y avait eu les Anglais au XIXe siècle. Ils se sont défaits à la bataille de Khyber Pass et ils laissent tomber. L'Afghanistan, ça n'attrape pas anglais. Les Russes, ils vont y passer 10 ans, avec le même résultat. Et les Américains vont y passer 20 ans, avec le même résultat. Pourquoi? Mais parce que vous n'avez aucune personne autour d'un décideur comme George Bush à lui dire, vous savez, l'Afghanistan, je vais vous expliquer en 2 mots. L'Afghanistan, c'est une zone refuge. C'est-à-dire toutes les populations qui étaient persécutées par l'Empire perse, par l'Empire russe, par l'Empire indien, etc., ou pakistanais, se sont réfugiées dans les montagnes de l'Hindoukouche. Chaque vallée est différente de la vallée à côté. Donc vous pouvez prendre la capitale, c'est aucun problème. Moi, quand j'y suis allé en Afghanistan, il y avait effectivement un pouvoir, c'était Zahir Shah à Kaboul, mais vous ne voyiez le pouvoir que de temps en temps, quand vous rouliez sur une route, tout à coup, il y avait un gendarme qui vous arrêtait parce qu'il s'emmerdait, alors tout à coup, il vous arrêtait, vous demandez papier, commencez à discuter, vous offrez le thé, mais c'était l'état minimum. Et puis ensuite, dès que les Russes ont commencé à vouloir conquérir l'Afghanistan, ils se sont vite rendus compte qu'ils ne pouvaient pas tenir l'Afghanistan. Mais allez expliquer à un président américain, surtout George Bush, qui n'était jamais sorti des États-Unis, sauf pour aller au Mexique quand il était étudiant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez que je le reprenne doucement? C'est un homme qui ne connaissait pas le monde. Alors imaginez dans la Maison-Blanche quelqu'un qui disait, vous savez, l'Afghanistan, c'est pas la peine, il faut essayer de trouver autre chose. Comment? Et avec des conseillers militaires qui vont lui dire, enfin, vous pensez bien, l'Afghanistan, on va vous faire ça vite fait, bien fait.
Donc vous voyez comment, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que même dans les démocraties, même avec un cercle de gens, de conseillers, etc., on peut prendre des décisions aussi aberrantes. Et ensuite, vous allez avoir l'enchaînement avec l'Irak, c'est-à-dire une guerre mensongère, vendue de manière mensongère à l'Assemblée Générale de l'ONU. Avec le petit... Avec la petite fiole. Oui, la fiole, oui. Bon, s'il avait cassé la fiole, vous vous rendez compte, dans l'Assemblée Générale de l'ONU, ça aurait été assez rigolo, parce que la moitié de la planète aurait été affectée. Il n'y avait rien. Mais par contre, il y a eu une manipulation probablement à l'encontre de Colin Powell, qui était le grand rival de George Bush pour les élections. Donc il disparaît, ils vont y aller bon cœur en Irak, dans une guerre qui, encore une fois, va casser un État. Il va casser quelque chose qui avait été péniblement construit après la guerre de 14, et la suite, vous la connaissez, c'est-à-dire, si on doit comparer, si vous voulez, George Bush a fait 100 000 morts, Poutine est encore loin, hein. Ah non, mais je sais, oui, Poutine... Oui, non, mais justement, c'est pour dire que... Non, mais on peut le défendre, parce qu'il n'a pas fait les 50 millions de morts qu'a fait Staline. Pour revenir au Bush papa. Bush papa, en 91, quand l'Union soviétique s'est écroulée, il est venu... C'était le soviet suprême de l'Ukraine pour tenir un discours, et c'est là où il a dit aux communistes qui étaient dans la salle... qu'il fallait qu'il reste auprès de Gorbatchev parce que c'est très bien de continuer de vivre dans ce qui est devenu l'Union soviétique, c'est, je ne sais plus comment ça s'appelait, le nouveau nom, et même les CEI. Oui, CEI, voilà. Et même les communistes ont sifflé Papa Bush à l'époque parce qu'ils n'ont pas fait tout ça pour ça. C'est-à-dire que déjà, les Américains ne voulaient pas que l'Ukraine devienne indépendante. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a deux camps en Amérique. Il y a Sullivan et Burns qui sont pour la paix, on va dire, et puis il y a Blinken et Austin qui sont tout à fait pour les Ukrainiens. On a l'impression que le camp de Sullivan et Burns pèse de plus en plus, c'est-à-dire que l'Ukraine, il faut quand même qu'elle reste plutôt à sa place, en tout cas ne gagne pas trop ou ne laisse pas Poutine perdre à fond. Est-ce qu'on n'est pas en train de revivre les mêmes fautes et que l'histoire nous apprend rien? Déjà, Bush, en 91, n'a pas saisi l'occasion de tuer la machine de l'Union soviétique. C'était la première convulsion de l'Union soviétique après 17, de l'Empire plutôt, de l'Empire russe. Maintenant, on vit une deuxième convulsion et on risque de ne pas la saisir. Oui, mais si vous voulez, il faut prendre la chose, encore une fois, dans le fil historique. Donc 91, l'URSS s'écroule. Simultanément, il se passe un autre épisode sur lequel je reviendrai, mais qui est extrêmement important, qui est la guerre du Koweït. Pourquoi ça? Parce que, si vous voulez, c'est la première guerre post-guerre froide, donc la Russie s'abstient, et donc on obtient un mandat de l'ONU pour aller libérer cette grande démocratie qu'est le Koweït. C'est une guerre qui a un scénario cinématographique formidable, parce que on dit à Saddam Hussein, vous avez 6 mois pour vous retirer. Pendant 6 mois, toutes les chaînes de télévision de la planète viennent s'installer à la frontière pour couvrir la guerre annoncée. Bon. Et puis au bout de 6 mois, crac, la guerre se déclenche en temps et en heure, comme un scénario de cinéma, et elle est gagnée en 120 heures, c'est-à-dire en 4 jours. C'est-à-dire que toutes les chaînes de la planète ont perdu énormément d'argent avec cette guerre, puisque effectivement, vous savez que les Saoudiens se sont opposés à ce que les armées occidentales continuent pour prendre Bagdad. Bon. Donc on est sur quelque chose qui est déjà un changement, c'est que la guerre devient un spectacle en live. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est qu'avec la disparition de l'URSS, et de cette fois en Europe, il ne faut pas oublier que, à l'époque, le dirigeant russe, c'était cet ivrogne d'Eltsine. Mais vraiment ivrogne, c'est-à-dire qu'il assistait à des réunions internationales où il était bourré comme un petit beurre. Et donc, j'ai un ami qui a assisté à la rencontre entre Kohl, Chirac et Yeltsin. Et donc, Kohl et Chirac ont dit à Yeltsin, oui, c'est vrai, on n'étendra pas l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie, etc. Bon. Propos de table, est-ce que c'est la fin d'un repas, est-ce qu'ils étaient sous tout, j'en sais rien, mais ils le disent. Yeltsin, qui était effectivement dans cet état de délabrement, considère que la parole donnée, etc. Mais comment voulez-vous résister à ce qu'étaient les pays satellites de l'URSS, en particulier les États baltes, qui disaient, mais nous, on ne peut pas croire qu'on va être totalement indépendant. Et donc, il y a une demande d'OTAN. Il y a une demande qui est évidemment non seulement dans tous les pays d'Europe centrale, mais en plus dans les anciens États baltes, qui se trouvent détachés, si vous voulez, de la Russie. Et donc on est sur quelque chose où vous aviez deux évolutions contradictoires, c'est-à-dire la garantie donnée à un pays qui avait décomposé et qui avait supprimé le pacte de Varsovie, face à un système qui au contraire s'étendait.
Donc, qu'un personnage comme Poutine, à partir du moment où il prend la suite, et qu'il est quand même d'une autre pointure que l'était Yeltsin, qu'il dise, si vous voulez, bon, on est dans cette phase que vous avez probablement beaucoup mieux connue que moi, où la Russie est dans une espèce d'état délabrement économique terrible, terrible. Je fais le parallèle avec la guerre de 1918. En 1918, on dit l'Allemagne paiera. Alors à l'époque, c'était demander des indemnités financières terribles. Enfin, l'Allemagne connaît une crise terrible et finalement va apparaître un homme qui va leur promettre de leur rendre leur dignité, etc. Le scénario on refait la même bêtise avec la Russie, c'est-à-dire on dit bon, la Russie nous a suffisamment embêtés pendant 70 ans, là ils sont un peu dans la merde, ça tombe très bien. Or on est dans la crise en Yougoslavie. Or en Yougoslavie, vous savez très bien que la Serbie est une église orthodoxe dépendante de Moscou. C'est-à-dire qu'à aucun moment on a pensé à associer les Russes en leur disant essayez de calmer les Serbes, comprenez que le Kosovo on ne peut pas laisser faire un massacre, on va être obligé de passer à la guerre, mais non, on fait toutes nos décisions entre nous. Et donc, ce qui se vit, si vous voulez, en Russie sur ce qui se passe en Serbie, mais après tout, nous n'existons plus. Donc, c'est une humiliation par l'intermédiaire d'un allié ou d'un proche ou d'un culturellement proche, si vous voulez, alors qu'on aurait pu, à ce moment-là, chercher à associer, si vous voulez, la Russie. Bon. Donc, on a vécu toute cette époque en se disant, bon, enfin, la Russie disparaît du champ diplomatique, c'est pas dramatique, c'est pas grave, après tout, ça va. Et donc, Poutine, et lui, non seulement expliquer aux Russes qu'ils allaient retrouver une partie de leur dignité, une partie du respect de l'ordre international, et que, il nous avertit d'ailleurs à la Wehrkunde, vous savez, qu'il y a cette grande réunion internationale qui se passe à Munich, il y a 2-3 ans, il dit arrêtez. Arrêtez, ça suffit. Vous êtes en train d'installer des missiles nucléaires aux frontières, vous les mettez dans les États baltes. Or, quand même, il y a eu quelques engagements pour qu'on ne soit pas complètement au contact de la frontière, etc., etc. Puisqu'évidemment, des missiles nucléaires dans les États frontaliers de la Russie, il n'y a aucun moyen pour l'empêcher. Il n'y a pas de système antibalistique qui peut empêcher un missile d'arriver à cette distance-là. Donc, si vous voulez, cette inquiétude qui était vécue logiquement du côté de la Russie n'est pas prise en compte. N'est pas prise en compte. Comme souvent d'ailleurs, le vainqueur a cette ivresse de celui qui se considère comme le vainqueur et qui dit bah, c'est pas grave, il se pliera à nos conditions. Donc il y a eu un raté diplomatique et stratégique, si vous voulez, qui était assez important. Et donc Poutine va avoir probablement le besoin de faire comprendre à la population russe que quand même tout ne peut pas se passer comme ça, et donc il va y avoir ces premières interventions que vous décriviez en Géorgie, en Ossétie, etc. Autre remarque que, si vous voulez, peut-être vos auditeurs savent mieux que moi, mais la colonisation russe est une colonisation de continuité territoriale. C'est-à-dire que la Russie s'est étendue progressivement sur l'Asie centrale. En fait, elle s'autocolonise. Oui, mais si vous voulez, elle s'étend par continuité territoriale. Nous, les Anglais ou nous, quand on fait la colonisation, c'est pour aller conquérir des terres lointaines. On va conquérir l'Indochine, on va conquérir l'Algérie. Nous, on suit les petites bêtes avec des poils. Oui, mais en même temps, si vous voulez, à partir du moment où l'Angleterre quitte l'Inde, c'est fini. Quand nous, on quitte l'Algérie, c'est fini. Quand on quitte le Vietnam, c'est fini. Mais quand vous avez laissé derrière vous des populations russes qui sont frontalières de la maison mère, c'est une caractéristique qu'on n'a jamais connue nulle part. C'est-à-dire que ces populations qui étaient quand même dans la population, il faut bien le dire, de colonisateurs, par rapport à des populations qui étaient soumises et qui tout à coup se retrouvent indépendantes. Indépendantes avec une minorité russophone. Et alors vous avez certains États dans lesquels effectivement cette minorité russophone se voit un peu marcher sur la tête. Dans certains États baltes, pour avoir la nationalité, il faut parler le letton ou le lituanien ou peu importe. En tout cas, il y a l'idée de la revanche. Bon. Donc tous ces éléments-là, si vous voulez, étaient des éléments qu'on ne peut penser que si on se met du côté de Moscou, en se disant oui mais on a quand même des populations qui sont à la frontière. Comment est-ce qu'on peut aider ces populations? Alors après, vous avez le scénario ukrainien, la révolution Maïdan, le début de la guerre frontalière, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez rarement autour du dirigeant, quel qu'il soit, des gens qui se disent il faut essayer de résoudre la chose diplomatiquement, surtout si vous avez en plus des diplomates qui passent leur temps à écrire des télégrammes diplomatiques pour expliquer que vous êtes le bien, ils sont le mal. Moi, je me suis amusé une fois à écrire un télégramme diplomatique sans objet. Pourquoi? Parce que j'avais lu tellement de télégrammes diplomatiques disant la France, pays des droits de l'homme, membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, ne peut pas ne pas. Il suffisait de mettre l'endroit et le lieu, si vous voulez, et c'était une manière de piéger le politique en lui disant regardez, vous avez des responsabilités historiques. Mais regardez le scénario libyen. Libyen.
C'est-à-dire qu'on a cassé un régime, on en pense ce qu'on en veut, peu importe. Mais on n'avait aucune raison de le casser, puisqu'on va construire, comme pour l'Irak, cette guerre sur un mensonge, une colonne de chars qui est en train de marcher sur Tripoli. Et comme par hasard, c'est le seul qui avait vu la colonne de chars, c'était Bernard-Henri Lévy. Vous voyez la chose? C'est quand même paradoxal, c'est-à-dire ça mériterait une espèce de vivisection, si vous voulez, de ce processus décisionnel. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, la Libye est dans un état de délibrement terrible. Ça a ouvert la voie à une immigration africaine qui arrive dans le sud de l'Italie, qui arrive en Europe, etc., etc. Donc, dans le genre catastrophe, si vous voulez, il y a les scénarios hollywoodiens ou alors il y a Bernard-Henri Lévy. On a le choix. Quel drôle de... Eh ben, on va essayer de s'en sortir. Cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, à votre avis, c'est une guerre de Poutine contre l'Ukraine, de peuple russe contre l'Ukraine, de la démocratie contre l'autocratie Écoutez, bon, encore une fois, moi je tiens à préciser à vos auditeurs que je ne suis spécialiste ni de l'Ukraine ni de la Russie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mécanisme de déclenchement des guerres. Et comme je suis historien, si vous voulez, je suis très intéressé par le fait que l'Ukraine est un pays dont les frontières n'ont cessé de translater. Vous vous souvenez, elle disparaît un moment. C'est comme une membrane. Oui, c'est comme une membrane, c'est-à-dire, et puis évidemment, 1945, ça va être la poussée de l'Ukraine vers une partie de la Pologne, etc., puisque ça va être le découpage fait par l'URSS victorieuse. Bon. Donc, première question, l'Ukraine est par nature un pays hétérogène. Et puis, elle était d'autant plus hétérogène que, étant membre de l'URSS, si vous étiez russe et que vous mariez avec une Ukrainienne, vous pouviez vivre indifféremment en Ukraine ou en Russie, ça ne posait strictement aucun problème. Il n'y avait pas, en l'occurrence, si vous voulez, la frontière était administrative. Pas tout à fait, parce qu'en fait, chaque Russe était attaché à un lieu et il n'y avait pas tellement de possibilités de voyager non seulement d'un pays à l'autre, mais d'une ville à l'autre. Vous savez, cette prescription sur le passeport. Quand par exemple, moi, étant moscovite, je voulais aller à Saint-Pétersbourg, officiellement, je n'avais que 3 jours à rester dans une ville autre que là où j'habite. Ah, je ne savais pas. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas spécialiste de la Russie. C'est très, très spécial. Et d'ailleurs, les paysans de l'Ukraine et autres ont reçu leur passeport qu'avec Khrouchtchev, parce qu'avant, comme c'est une force un peu indomptable, ils n'avaient pas le passeport, le titre de voyage. Oui, oui, non, mais ça, effectivement, vous avez raison de le rappeler. Moi, je ne connaissais pas la chose, mais je vais prendre un autre exemple, si vous voulez, qui m'a beaucoup frappé. Khrouchtchev, lui-même ukrainien, donne la Crimée à l'Ukraine en 1954, en disant, alors qu'il était lui-même ukrainien, mais c'est une espèce de geste à l'égard de quelque chose qui n'était qu'un pays membre de l'URSS. Et la Crimée était 90% peuplée de russophones. Donc il y avait quelque chose, si vous voulez, du geste d'autorité, comme ça, qui évidemment, par la suite, va poser le problème qu'on connaît, c'est-à-dire la réannexion par Poutine de la Crimée. Donc on est face à un problème, si vous voulez, qui est assez intéressant, puisqu'encore une fois, qu'est-ce que c'est que la légitimité de la Crimée? Est-ce que c'est le don de 1954 à l'Ukraine ou est-ce que c'est la population russophone? Vous voyez? Donc face à ces guerres, ces crises qui ont une espèce de caractéristique très nouvelle, ces populations du Donbass et du Donetsk qui sont adossées à la Russie, le fait qu'ils n'acceptent pas, si vous voulez, la révolution de Maïdan, qu'on va commencer une guerre larvée, si vous voulez, entre les deux provinces et l'Ukraine, qui va quand même faire entre 13 et 14 000 morts. C'est-à-dire que ne pas en parler ne signifie pas que ça n'existait pas et que ça laissait des cicatrices, si vous voulez, d'un côté et de l'autre. Donc, si vous voulez, cette guerre, elle a toutes les caractéristiques à la fois. Elle a toutes les caractéristiques. C'est-à-dire, elle a les caractéristiques de la question des minorités en Europe. Il faut prendre en compte le fait qu'après tout, quand il y a des populations russophones qui sont restées dans des États nouvellement indépendants, il faut qu'ils aient au minimum, si vous voulez, les droits des minorités qu'on peut attribuer ailleurs. Question qu'on a souvent eu à gérer. Deuxième chose, on était déjà dans une phase de guerre qui n'a pas commencé avec l'arrivée des Russes, qui a commencé avant. Bon. Or, s'est-on jamais préoccupé d'envoyer des casques bleus français et anglais comme on l'a fait à Sarajevo pour s'interposer? Non. On considérait que c'était un problème intérieur ukrainien. Et donc finalement, au bout d'un certain temps, vous avez effectivement ce scénario qu'on connaît, c'est-à-dire l'opération militaire spéciale, qui en gros est quand même une invasion, il faut l'appeler les choses par leur nom, qui va effectivement être décidée par Poutine unilatéralement. Alors, je fais un flashback qui, je crois, est assez intéressant parce que en 1979, rappelez-vous, l'URSS envahit l'Afghanistan. Bon, l'Afghanistan, on se dit ça va, ils vont faire la chose vite fait, bien fait, comme le pensaient les militaires américains en 2001.
Encore l'Afghanistan, je vous ai décrit les caractéristiques géopolitiques de ce pays, c'est un pays imprenable. Imprenable. Il y a un type qui a écrit un bouquin très intéressant qui s'appelle l'Afghanistan, le tombeau des empires. C'est-à-dire tous les empires qui ont essayé de conquérir l'Afghanistan se sont tous cassés les dents. Et vous imaginez qu'à l'époque, on était dans l'époque de l'armée rouge, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était une espèce de rouleau compresseur qui allait déferler dans les plaines d'Europe centrale, qui allait arriver à Strasbourg, etc., etc. Or, on les voit pour la première fois dans une guerre grandeur nature en Afghanistan. Donc effectivement, le scénario se passe bien, ils occupent Kaboul très vite. Ils font un petit changement de régime technique classique, si vous voulez, pour montrer que le nouveau les a appelés à l'aide. Mais enfin, tout ça, c'est du coup d'État, si vous voulez, classique. Mais tout de suite, on va constater que l'armée rouge n'arrive pas, c'est-à-dire qu'elle ne sort plus de ses bases, que ses problèmes d'approvisionnement sont énormes, qu'ils volent parfois de la farine dans les maisons, c'est-à-dire que même de la nourriture de base ne leur arrive pas. Et donc, tout à coup, vous avez une image de ce qu'on croyait être le monstre qui allait tout à coup déferler en Europe centrale, qui se trouve face à des difficultés matérielles d'une armée du tiers-monde. Mais vous êtes dans le système militaro-industriel. Si vous dites, non mais l'ennemi n'est pas ce que vous dites, attendez, vous êtes en train de menacer nos programmes. Vous vous rendez compte que nous avons un programme de nouveaux blindés, un programme de nouvel avion, etc. Et vous êtes en train de nous expliquer que ça va être inutile. Donc vous avez cette pression sociologique derrière en disant, non, non, mais ne les écoutez pas ces gens. Il y avait des experts qui allaient en Afghanistan, comme Olivier Roy par exemple, et ce qu'il en racontait était fascinant. Parce qu'ils vous disaient, mais non, les types sortent plus de leur camp, ils n'ont aucune envie de se battre, etc., etc. Donc, vous voyez, comment, encore une fois, ce monde, si vous voulez, encore une fois, de la pensée stratégique qui, à l'époque, était quand même baignée de guerre froide, analysait ce qui était l'Union soviétique, l'armée rouge, mais c'est pas grave, on ne pouvait pas prendre en compte. Or, on retrouve les mêmes problèmes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a en Ukraine une armée qui va tout à coup aller sur Kiev, et puis toc, va s'arrêter d'un coup, alors qu'on était convaincu qu'ils allaient prendre Kiev très vite, et ils basculent tout leur système sur le Donetsk et le Donbass, et effectivement avec l'idée de plutôt s'étendre sur le littoral sud. Mais encore une fois, dans un pays, l'Ukraine, qui est un pays qui, comme beaucoup de pays d'Europe, a connu des frontières mouvantes. Il y a beaucoup de Polonais dans l'est de l'Ukraine. Bon, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas spécialement... La Pologne aide beaucoup l'Ukraine, mais en même temps, ces Polonais vont-ils un jour dire après tout, nous voulons être attachés à la Pologne? Vous voyez, si on ne prend pas les choses avec moins de, d'intention guerrière, si vous voulez, on peut arriver... On a raté une occasion historique gigantesque, qui était quand même après la disparition de l'URSS. Mais oui. Comment associer la Russie à une architecture de sécurité en Europe? Mais vous aviez des tas de gens qui vous disaient, mais attendez, pourquoi voulez-vous parler? Ils n'ont plus rien à dire sur ce qui se passe en Europe centrale. Surtout les anciens pays satellites, ils allaient dire, vous n'allez pas demander à la Russie comment on va construire la sécurité. Vous voyez, on sortait d'une époque historique qui était assez dramatique. Alors, phénomène sociologique rigolo à vivre, c'est qu'avant 91, parmi les experts, le haut du panier, c'était les soviétologues. Ah oui, c'est ça. Mais le problème des soviétologues... Qu'est-ce qui s'est passé avec leur niveau? Eh bien, justement... Ils ont tout à coup perdu leur place assise autour de la table. Puisqu'on entre très vite, si vous voulez, dans les problèmes du monde arabo-musulman, avec la crise en Algérie, avec des choses, la Yougoslavie, etc. Et donc, ces soviétologues, donc, qui sont obligés aujourd'hui de se spécialiser, de dire je suis spécialiste de la Russie, je ne vais pas être spécialiste de l'URSS, si vous voulez, ont une espèce de revanche aujourd'hui, en disant, vous voyez, on vous l'avait dit que ça restait une menace. On vous l'avait dit depuis tout. D'ailleurs, vous voyez, vous avez laissé passer. C'est dingue parce que vous dites qu'ils pensent, enfin qu'ils prétendent nous alerter sur la menace, et pourtant c'était des gens qui mangeaient dans la main de la Russie, les soviétologues. Non. Mais si. Non. Tous ces intellectuels, comme vous dites. Ah non, c'est pas les intellectuels. Moi, je vous dis les soviétologues, ou les traducteurs, les universitaires qui étaient russophones, qui allaient en Russie, qui connaissaient bien le système, qui l'analysaient, etc., etc. Mais tout à coup, l'URSS disparaît. Et en plus, cet ancien ennemi est dans une espèce d'état de crise, si vous voulez, gigantesque. Et en plus, on est préoccupé par la Yougoslavie, on est préoccupé par la Somalie, on est préoccupé par l'Algérie. Donc, de toute façon, les experts que vous faites venir sont liés à ces crises-là, si vous voulez. Et donc, les soviétologues redeviennent des spécialistes de la Russie, ou ils deviennent spécialistes de l'Asie centrale, ou ils deviennent spécialistes des États baltes. Mais si vous voulez, cette unité que donnait l'URSS dans cette école de pensée, évidemment, va éclater en morceaux. Et donc aujourd'hui, on en voit reparaître certains qui effectivement disent, vous voyez, depuis le début, on vous disait que c'était dangereux, que c'était dangereux. Donc, si vous voulez, comment essayer d'analyser la chose? Le politique, avec la disparition de l'ennemi principal, est conditionné par une espèce de calendrier médiatique. C'est-à-dire, où se passe la crise dont il faut s'occuper,
Alors, cette crise étant expliquée par ce complexe militaro-intellectuel, donc il faut aller en Somalie. Ah, dites pourquoi la Somalie? Ah, la Somalie, c'est parce qu'il y a des bandits qui attaquent les convois humanitaires. Ah oui, alors ça, c'est inadmissible. Alors, j'en discute avec Ronnie Broman, qui est le patron de Médecins Sans Frontières, et il me dit, j'en ai parlé avec mes équipes qui sont sur place, les types qui attaquent les convois humanitaires ne sont pas des voleurs. Ils ne revendent pas l'aide qu'ils prennent. Ils la distribuent à leur clan. Ça veut dire qu'ils estiment que leur clan est mal servi. Bon. Donc si on augmente le volume, on arrête cette conflictualité. Et pendant qu'il est en train de plaider cette cause, Kouchner, ancien humanitaire, ministre des Affaires étrangères, décide l'intervention militaire. Vous voyez ce glissement de rôle? C'est-à-dire qu'encore une fois, on croit que l'utilisation du militaire va résoudre la crise. Le militaire ne résout rien, il n'est pas là pour ça. À Sarajevo, il était en interposition. Quand on ne l'envoie pas pour faire la guerre, le militaire est désorienté. C'est idiot à dire, mais le militaire est là pour faire la guerre. Et donc, quand on se retrouve effectivement en Somalie avec des Américains, notamment des GIs qui vont arriver parce que, cause humanitaire, etc., ils veulent prendre le port de Mogadiscio, parce que c'est là que doit arriver l'aide internationale. Le port de Mogadiscio est tenu par un chef de guerre qui s'appelle Haïdid. Il n'a pas l'intention de lâcher le port. Et donc, un beau jour, il décide d'attaquer l'état-major de Haïdid. Haïdid se défendait bien, il abat un hélicoptère, 20 GIs tués, les Américains se retirent. C'est-à-dire, vous voyez la futilité de la motivation, ou la fragilité de la motivation, puisqu'aux États-Unis, dans le Middle West, ils disent, mais attendez, pourquoi perdre 20 types pour ces types-là? C'est bouilloule. Vous voyez ce que je veux dire? On leur apporte de l'aide humanitaire et ils tuent nos gars, hop, on se retire. Donc, vous voyez, on glisse progressivement dans des interventions militaires dont la logique proprement stratégique a disparu. Ou alors, parfois, elle est déclenchée, comme c'est le cas en Libye, sur une espèce d'information fausse, ou en Irak sur une information fausse, mais de toute façon, il fallait quelque chose qui était beaucoup plus un calendrier politique pour le décideur, est-ce que je gagne les prochaines élections ou pas? Voilà. C'est triste à dire, mais c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Je voudrais vous poser une question, enfin, c'est pas une question, c'est une demande d'analyse. Deuxième Guerre mondiale, Staline d'abord fait des magouilles avec Hitler, et après il se retrouve dans le camp des pays démocrates. La démocratie gagne la guerre. Si la France et la Grande-Bretagne sont entrées dans la Deuxième Guerre mondiale contre Hitler, c'est parce que Hitler a pris la Pologne. On gagne la guerre et la Pologne est attribuée à Staline. Oui, mais et en plus, ce qui se passe, c'est que l'Empire britannique disparaît. En revanche, l'Empire soviétique sort de la guerre, renforcé de moitié de l'Europe, et a le contrôle de la Pologne, à cause de laquelle la Grande-Bretagne et la France sont entrées en guerre. Ce paradoxe-là, est-ce qu'il y a un risque qu'on va le revivre? Non, je ne crois pas qu'on le revive, mais il faut le voir encore une fois dans le processus historique, c'est-à-dire Hitler arrive à battre la France en 3 semaines. Quelle mauvaise nouvelle pour la France. Vous voyez, le choc que ça présentait en France, c'est le même que celui que je vous expliquais. D'ailleurs, il a commencé par dire les Autrichiens, c'est aussi les Allemands, comme Poutine dit, les Ukrainiens, c'est comme nous. C'est trop similaire. C'est vrai que c'est très similaire, mais en même temps, rappelez-vous, au début de la guerre, donc finalement, on décide d'entrer en guerre parce qu'il attaque la Pologne. Il y avait d'abord Munich quand même. Hein. Rappelez-vous que Munich, c'était, bon, écoutez, reprenez les Sudètes et foutez-nous la paix. Mais en gros, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, on ne fera rien à l'ouest, débrouillez-vous à l'est. Vous vous placez du côté de Staline à Moscou. Vous dites, mais attendez, les Occidentaux ne nous ont pas invités à Munich. Et ils donnent une espèce de blanc-seing à Hitler pour qu'il s'étende vers l'est. Bon. Quand vous êtes dans cette situation-là, vous dites, mais attendez, les démocraties ont signé avec le diable, et moi, on voudrait que je ne signe pas avec le diable. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais le parallèle entre l'accord germano-soviétique et l'accord de Munich. Bon. Or, vous connaissez bien la pensée de Staline, qui était un stratège, c'était, de toute façon, tout ce qui va éloigner la frontière est une bonne... Donc, partage de la Pologne, vous connaissez. Donc vous aviez 2 cynismes face à face. Vous aviez le cynisme des pays occidentaux qui sortaient de la guerre de 14 et qui se disaient non, on ne va pas recommencer, laissons faire Hitler, il va récupérer les Sudètes et puis il s'arrêtera là, puisqu'il leur avait promis. Et pareil, de l'autre côté, ils se disent, mais attendez, ces gens-là, ils ne nous ont même pas invités. Encore une fois, on est dans la même logique que dans la décennie 90. La Russie n'existe pas dans la sécurité européenne, on ne lui demande jamais son avis. Et donc, qu'elle-même, elle ait sa propre analyse, si vous voulez, du sujet, en se disant, mais attendez, si c'est comme ça, je sais qu'ensuite ça va se tourner vers moi. Bon, partage de la Pologne, aussi ignoble que vous savez, massacre de Katyn, enfin bref. Donc on est sur quelque chose, si vous voulez, où chacun des pays, évidemment, pense à son intérêt national, et la France était lasse de la saignée de la guerre de 14, donc surtout pas la guerre. Mais à partir du moment où la France s'écroule,
Donc vous avez un choc qui est un peu de même nature que ce que je vous ai dit pour le 11 septembre aux États-Unis. On va se tourner, paradoxalement, vers un type qui était un militaire de la guerre de 14, le maréchal Pétain. Bon. Alors vous remarquerez que l'armée française s'étant écroulée, les deux hommes forts de la guerre pour la France, ça va être De Gaulle, un militaire, et Pétain, un militaire. Vous voyez, bon, après j'arrête là. Mais donc, on est sur quelque chose où on croit que, si vous voulez, les Anglais vont être rapidement battus, puis ça ne se passe pas comme ça, etc. Mais, même si les Américains montent le système pré-buy, c'est-à-dire qu'ils vont alimenter en matériel... Lend-lease. Pardon ? Lend-lease. Lend-lease, Ah, oui, oui. c'est ça. C'est la même Pré-buy, vous dites. Parce que moi... Oui, non, mais... non, c'est ça. Ça veut dire qu'ils versent Je ne savais pas comment ça s'appelle en français. Qui seront payés plus tard, etc. Bon, et finalement, vous connaissez la suite de l'histoire, c'est-à-dire l'opération Barbarossa, effectivement, les Allemands vont envahir la Russie, et l'essentiel de la guerre va se passer sur le territoire russe. Bon. Moi, encore une fois, je vois le résultat, 20 millions de morts, on a quand même, ça vous donne quelques droits, quoi, quand même, sur le... Parce que l'essentiel de l'effort continental, toutes les conférences internationales de la Seconde Guerre mondiale, c'était Staline essayant de convaincre les Occidentaux, et en particulier les Américains quand ils rentrent dans la guerre, qu'il faut ouvrir un second front, puisqu'ils sont les seuls à supporter l'effort de guerre. Et donc ensuite, effectivement, après, rappelez-vous que le débarquement se fait en juin 1944, hein, et que déjà en 1944, la reprise, si vous voulez, de l'offensive russe avait déjà commencé à grignoter sur l'Europe, etc., etc. Enfin, sur l'Europe centrale. Donc, on est sur quelque chose où la logique de la guerre faisait quand même qu'on aimait mieux que les victimes soient chez les autres, quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même la Russie qui a été saignée à blanc par la guerre d'Allemagne. Et donc, qu'on puisse imaginer qu'elle avait droit à une espèce de compensation, ce qu'on ne croyait pas, ou ce qu'on ne pensait pas, si vous voulez, c'est qu'effectivement, s'installerait automatiquement un régime communiste dans tous ces pays satellites. Mais c'est Churchill et Roosevelt qui l'ont permis. En fait, ils ont signé un accord avec Staline, et aujourd'hui, c'est leurs petits-enfants qui sont menacés de guerre à cause de cette machine qu'ils ont créée. Vous êtes d'accord? Donc, quand vous avez dit tout à l'heure, la démocratie a signé un pacte avec le diable, est-ce que c'était Roosevelt et Churchill Churchill était moins convaincu, enfin en tout cas, rappelez-vous, le scénario va se passer sur la guerre civile en Grèce. Parce que l'offensive russe était allée jusqu'à Moscou, etc. Donc pratiquement l'essentiel de l'Europe centrale était déjà conquise. Un des cas périphériques qui va commencer tout de suite, ça va être la guerre civile en Grèce. Et là, Churchill va tout de suite intervenir pour essayer de défendre les résistants grecs et la démocratie en Grèce. Donc on sait déjà qu'on va commencer des scénarios, mais sur lesquels les Américains considèrent qu'on rentre à la maison, si vous voulez. Il faudra la crise de Berlin pour que tout à coup il ait décidé que non, la chose n'est pas totalement réglée. Churchill était beaucoup plus conscient, si vous voulez, de la menace que représentaient les concessions qu'il avait fallu faire à Staline, mais en même temps ces concessions c'était le sang des Russes aussi. Hein. C'était pas seulement le fait qu'on lui disait allez-y, allez-y. L'armée rouge a quand même été terriblement, et la population russe a été terriblement saignée par la guerre. Alors, je vous donne un exemple qui est très intéressant parce que ça m'a beaucoup fasciné. Les Russes occupent Berlin. Les Russes violent, c'est évident. Les Allemands n'ont jamais violé, c'est connu. Les Allemands sont des gens propres sur eux, etc. Quand ils occupent la Russie, ils ne violent pas les femmes. Vous voyez ce que je veux dire? Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une troupe d'occupation ne va pas violer des femmes? Surtout dirigée par des soldats qui voyaient la population russe comme des sous-hommes et des sous-femmes. Bon, le sous-femme, ça n'existe pas, vous avez remarqué, c'est sous-hommes. Et donc, on est dans quelque chose où on a décidé à partir de 1945 de diaboliser la Russie. C'était l'URSS, ça ne pouvait être que regarder ces soldats qui violent, qui pillent, etc. Mais encore une fois, on est sur quelque chose qui est en parallèle de ce qu'avaient fait les Allemands. Mais ça, c'est mon bouquin sur la fabrication de l'ennemi, si vous voulez. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à convaincre que l'autre, de toute façon, même s'il a été votre allié, il est de toute façon mauvais. Voilà. Autre exemple que vous avez vécu, Saddam Hussein. Saddam Hussein, quand il y a la révolution iranienne, il vient nous voir. Rappelez-vous, il y avait eu la crise des otages. Vous vous souvenez, les passes d'Aran, les mêmes que ceux qui massacrent aujourd'hui dans les rues de Téhéran, attaquent l'ambassade américaine et prennent des otages. Bon. Alors, violation de la Convention de Vienne, c'est scandaleux, il faut les libérer, etc. Les passes d'Aran rentrent dans l'ambassade et les diplomates américains avaient senti que ça commençait à tourner vinaigre. Ils commencent à déchiqueter tous les documents secret défense qu'il y avait dans l'ambassade. Bon. Les passes d'Aran s'emparent de tout ce qui est les petits papiers déchiquetés, etc., etc. Ils vont les confier à des tisseuses de tapis
pour reconstituer les documents. Et ces documents montrent toutes les ingérences américaines dans la vie politique iranienne depuis 1953. Donc, vous vous posez une question idiote, c'est qu'est-ce qui viole la Convention de Vienne? C'est le fait qu'un pays fasse une ingérence continue sur un pouvoir d'un pays tiers, ou c'est le fait que des voyous envahissent l'ambassade? On a un face-à-face. Bon, ils les ont publiés, ces documents, les Iraniens. Donc, vous voyez bien comment on va décider que non, ça, c'est pas pareil, ça, c'est pas grave, ça, c'est grave. Vous voyez? Bon. Donc, Saddam Hussein, il fait sa tournée en 79 pour venir nous expliquer que l'Iran, c'est très dangereux, effectivement, avec la crise des otages, tout ce qu'on veut. Je vais leur faire la guerre, il faut que vous me donniez il faut que vous m'approvisionniez. Pour la première fois, les Occidentaux vont soutenir l'agresseur contre l'agressé. Ils vont mettre sous embargo l'agressé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est une contrainte de politique extérieure, ce n'est pas une question de morale. Et on va fournir aux Irakiens toutes les armes dont ils ont besoin. Et le problème avec un pays à qui vous fournissez des armes, c'est que s'il ne gagne pas la guerre, vous êtes obligé de lui en fournir plus, parce que sinon il va la perdre. Et donc on va se retrouver à la fin, au bout de 8 ans de guerre quand même, 8 ans de guerre, c'est 2 fois la guerre de 14. Quand il va y avoir enfin un traité de paix, les Irakiens nous devaient 40 milliards de francs à nos industriels et à la France. Donc vous voyez comment on est rentré dans un système absolument ignoble, alimenter l'agresseur mis sous embargo de l'agressé, fournir, vous vous souvenez, ces scènes dramatiques, les Iraniens faisaient passer des jeunes désarmés sur les champs de mines, parce qu'ils n'avaient pas de système de détection de mines, pour qu'ils se fassent sauter, c'était les Bassidji, les types mouraient, pour qu'ensuite les combattants puissent passer. Mais je veux dire, c'est ignoble, c'est ignoble. Pourquoi est-ce qu'on ne tient pas compte de cette identité qui est quand même maintenant une identité iranienne? Comment voulez-vous que ces gens puissent avoir confiance dans ces Occidentaux qui ont été aussi ignobles dans leur comportement? Et vous allez les convaincre d'abandonner la bombe? Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez convaincre un pays qui depuis 1953 est l'objet de toutes les attentions internationales pour qu'on y fasse tout ce que les Occidentaux veulent, et on va leur dire non, non, la bombe c'est pas pour vous parce que c'est dangereux. Ce qu'on appelle l'opposition russe, bizarrement, change un peu de fusil d'épaule, c'est comme ça qu'on dit. Parce que c'est vrai qu'au départ, au début de la guerre, il y avait un noyau d'opposants qui étaient contre le régime de Poutine, qui sont toujours contre le régime de Poutine. Simplement, ce qui a changé, c'est que maintenant, ils sont très critiques par rapport à l'Europe, parce qu'avec les sanctions, en fait, on sanctionne mes potes qui sont restés là-bas, qui sont prisonniers là-bas, qui n'ont pas les moyens de sortir de là-bas aussi. Parce que, d'ailleurs, les sanctions ne marchent pas tellement. Que pensez-vous des sanctions, de cette politique? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est à combien? Un 9e paquet de sanctions, et il y aura bientôt 10 on peut aller à 20 ou 30, hein, vous savez. Combien de... Comment on dit les Égyptiens, les exécutions égyptiennes, il y en avait 10. Ah bon? Je ne sais pas. Oui. Ouais. Non mais, historiquement. Aucun régime de sanctions n'a jamais réussi à faire plier un régime. Regardez par exemple, encore une fois, je reviens sur un autre exemple pour qu'il lui a prouvé son inanité. C'est 91, donc on libère le Koweït et puis on va mettre l'Irak sous sanctions. Parce qu'on soupçonne l'Irak de faire des programmes d'armes de destruction massive, ce qui est vrai. Ce qui est vrai d'ailleurs, puisqu'ils les avaient lui-même utilisés contre les Kurdes avec notamment des armes chimiques. Bon. Donc il va y avoir des programmes internationaux pour vérifier le démantèlement de tous ces programmes d'armes de destruction massive, le nucléaire, le chimique, le bactériologique. Bon. Et donc ce sont les agences internationales qui vont sur place faire des visites surprises, etc. etc. Bon. Et le nucléaire, c'est très facile à contrôler parce que ce sont des grosses infrastructures. Ça veut dire qu'avec de l'imagerie satellite et avec l'exécution des inspecteurs sur le terrain, on sait qu'un programme est pratiquement réduit à zéro. Pour le chimique, c'est un peu pareil parce que ce sont des grosses installations, mais on sait où chercher. Le bactériologique, c'est plus compliqué parce que en général, ça se fait dans des milieux hospitaliers, donc c'est toujours très compliqué. Bon. Mais enfin, grosso modo, quand George Bush décide de faire la guerre à l'Irak, les organismes internationaux chargés des vérifications disent non, c'est pas vrai, il n'y a plus d'armes de destruction massive. On a vérifié, on en est pratiquement sûr, etc. Mais on va leur marcher sur la tête pour dire c'est pas vrai, avec le coup avec la petite fiole. Donc on est sur quelque chose, vous voyez bien, dans lequel le mensonge peut très bien sortir d'une démocratie qui a besoin de faire la guerre, mais par rapport à son opinion publique, pas par rapport à la situation locale. C'est exactement comme la Libye. Sarkozy devait se dire, mais est-ce que je gagne les élections si je fais la guerre en Libye?
Il avait lui-même salué. Alors, est-ce qu'il y avait derrière une histoire de financement de sa campagne électorale avec Kadhafi? Ça, j'en sais strictement rien, j'ai rien à dire là-dessus. Mais il reste que déclencher une guerre qui va détruire un pays, c'est une responsabilité immense pour un décideur. Or, si son critère de raisonnement, c'est de se dire, si je fais ça, j'ai des chances de gagner les élections, vous voyez la mesquinerie dans laquelle est entrée la vie politique. Alors, je pense que pour Poutine, ça doit être pareil. Hein. Je veux dire, quand il a décidé enfin de se porter au secours des russophones du Donetsk et du Donbass, il devait se dire aussi, c'est mon heure de gloire. D'ailleurs, il n'appelle pas ça guerre, il appelle ça opération militaire spéciale. Si je comprends bien, vous avez eu... Je termine sur les sanctions. Les sanctions, effectivement, ont pour résultat de pénaliser la population, c'est pour ça que je pensais à l'Irak. La population irakienne était privée de médicaments. Mais les Russes, pareil. Oui, et donc vous aviez des enfants qui mouraient de la rougeole. Vous voyez ce que je veux dire? Les enfants meurent de la rougeole, mais l'industrie russe ne s'écroule pas. Enfin, j'appelle Moscou, tout va bien pour le moment. Pourquoi? Tout le monde a dit que la Russie allait s'écrouler avec les sanctions au bout de 2 mois, grand maximum. Ça ne marche pas. Mais encore une fois, revenez à mon analyse. Si vous arrivez sur un plateau télé et vous dites les sanctions ne servent à rien, on va dire, bon, celui-là, c'est un russophile. Mais comment vous expliquez ça? Les sanctions n'ont jamais réussi à faire plier un pays. C'est la réalité, ça ne marche pas pour le moment. Ça va peut-être marcher parce que maintenant on dit, oui, ça va venir en février, etc. Pour le moment, ça ne marche pas. Alors, quelle est votre analyse? Vous avez travaillé dans l'intelligence économique, c'est ça? Oui, mais encore une fois... Comment vous analysez la chose? Bien sûr, il y a une explication que l'économie russe est une économie des débrouillards. C'est pas comme en France, on cherche toujours une solution, il y a l'import parallèle, bien sûr, il y a tout ça. Mais il y a autre chose peut-être. Quelle est la raison? Parce que ça s'écroule pas, c'est loin de s'écrouler. Écoutez, moi, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la Russie. C'est vrai que, de toute façon, l'histoire de la Russie est une longue histoire de résilience, que ce soit pour résister aux Allemands, que ce soit pour résister aux privations, que ce soit pour résister au stalinisme. C'est vrai que c'est une économie de la débrouillardise. Bon, ensuite, il ne faut pas oublier que la Russie, c'est quand même un pays eurasiatique, c'est-à-dire ce qu'on va mesurer à Moscou n'est peut-être rien que par rapport à ce qui se passe à Vladivostok ou par rapport à ce qui se passe à Smolensk ou ailleurs. Donc, d'ici d'un plateau télé dire, vous allez voir, ça va payer, je veux dire, au nom de quoi? Au nom de quoi? Donc c'est vrai que les sanctions ont probablement un effet, moi j'en doute pas, mais simplement on voit bien qu'effectivement, d'abord, les sanctions touchent en général assez peu les dirigeants, donc ceux-là ils donnent en général une bonne bouille, ils sont bien contents, ils ont bien nourri, mais par contre, aller voir la population, ça c'est beaucoup plus compliqué, puis qui va payer? Est-ce que c'est les retraités dont les retraites ont fondu et qui sont obligés de se débrouiller? Comment ça va se passer à l'autre extrémité de la Russie? Donc tout ça à dire dans une espèce de phrase, les sanctions vont marcher ou les sanctions ne vont pas marcher, sont aussi faux, sont une affirmation aussi fausse dans un cas que dans l'autre. Mais cela dit, si vous arrivez sur un plateau télé, il vaut mieux dire que les sanctions, ça marche. Oui, mais bon, entre nous, on n'est pas sur le plateau. Non, ça marche pas. Encore une fois, je vous explique comment fonctionne la règle médiatique. Parce que c'est la règle médiatique qui, encore une fois, fait l'opinion. Vous allez demander à un type du Massif central, est-ce qu'à votre avis, les sanctions marchent sur la Russie? Il va vous dire, j'ai entendu à la télé que... Vous voyez ce que je veux dire? Mais quel est le but? Parce que si vous dites que au moment où l'Union soviétique s'écroule, il n'y a plus d'ennemis. Donc on invente un. C'est des Asiatiques et le monde arabo-musulman. Si aujourd'hui on retourne vers l'ennemi russe, ça veut dire que les arabo-musulmans n'ont pas marché comme ennemis? Il faut un autre? Il faut 2 ennemis maintenant? De toute façon, ce n'est pas un problème. Ça, encore une fois, le complexe militaro-intellectuel peut vous fournir autant d'ennemis que vous voulez. D'ailleurs, je ne comprends pas. La guerre froide était une guerre entre, à mon sens, les religions abrahamiques et la religion du communisme. Les religions abrahamiques ont gagné et voilà qu'ils se tournent contre l'islam. Est-ce que ce n'était pas ça l'erreur? Non, je crois que si vous voulez, le plan religieux n'est qu'une des facettes du sujet. 2 phénomènes qui se conjuguent. D'abord la colonisation, c'est-à-dire quand même le monde arabo-musulman a été conquis par 2 ou 3 pays occidentaux, la France, la Grande-Bretagne, une partie de la Russie pour l'Asie centrale, etc. Donc une espèce de profonde humiliation chez les intellectuels du monde arabo-musulman sur pourquoi cette déchéance. Donc, si vous voulez, cette idée de la revanche, la question c'est que si c'est sur le plan matériel,
ils en sont très loin de pouvoir prendre leur revanche, ça va basculer dans le champ philosophique en disant mais il faut revenir à nos identités, à nos valeurs de base, et notre valeur de base c'est l'islam. Et donc vous avez ce mouvement qui commence au début du XXe siècle avec les frères musulmans, c'est-à-dire finalement tous ces régimes qui sont installés là sont des régimes impies, sont des régimes inefficaces, etc. Et encore une fois, vu la chose du côté des Occidentaux, apparaît le socialisme arabe. Le socialisme arabe, vous vous souvenez, c'est Nasser, c'est Assad, c'est Boumedienne, etc. Bon. Mais dans la guerre froide, dès que vous vous qualifiez de socialiste, on vous dit, mais attendez, vous êtes de quel côté? Vous êtes du côté des Russes. Rappelez-vous l'échec du barrage d'Assouan, c'est parce qu'on refuse de financer le barrage d'Assouan qu'il le demandait à Nasser, il ne s'était pas adressé à Moscou. C'est Moscou qui va venir proposer d'aider à la construction du barrage. À partir de ce moment-là, Nasser, qui est le grand leader du monde arabe, devient l'ennemi. On va soutenir l'Arabie saoudite contre Nasser. Vous voulez que je vous le répète doucement? C'est-à-dire, en termes de modernisme, on va soutenir ce qu'on croyait être l'obstacle à la progression du socialisme arabe, c'est-à-dire la religion, le salafisme, on va le soutenir pour marquer son opposition et déstabiliser le socialisme arabe. Quand on regarde ce que j'ai écrit dans le bouquin sur la diplomatie religieuse de l'Arabie saoudite, le premier axe de diffusion du salafisme a pour vocation d'empêcher la propagation du socialisme arabe. C'est-à-dire, ça va commencer dans les pays du Sahel, avec l'envoi, on va inviter des élites musulmanes qui vont venir à l'université de Médine. Rappelez-vous que la rivalité se fait aussi sur le plan religieux. La grande université à l'époque de Nasser, c'est l'université Al-Azhar au Caire. Donc, aller faire son diplôme à l'université Al-Azhar, c'était une espèce comme une université américaine aujourd'hui. Bon. Donc les Saoudiens vont vite créer une université islamique à Médine, et puis ils vont essayer d'attirer eux-mêmes les élites musulmanes de tous ces pays, notamment des pays de la zone sahélienne, mais eux ils ont un avantage énorme, c'est qu'ils leur donnent une pension, et puis ils les logent. Alors qu'à Al-Azhar, les types, ils devaient se débrouiller pour... Bon. Et donc ils arrivent à attirer et à former des gens dans la pensée salafiste, si vous voulez, avec l'idée, deux points intéressants, vous retournez chez vous, vous faites de la prédication, ne cherchez pas à demander la nationalité saoudienne, vous ne l'aurez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extraordinaire. L'Arabie saoudite veut bien faire venir des gens, mais surtout qu'ils ne demandent pas à s'installer sur place. Bon. Donc le résultat, vous le connaissez, ça va être la crise en Algérie. 10 ans de guerre civile en Algérie quand même. Hein. 100 000 morts, hein. C'est énorme. Et donc, regardez cette espèce de myopie incroyable des Occidentaux. C'est-à-dire dire, on va renverser Nasser, Nasser est notre ennemi, pour soutenir Ibn Saoud. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la tête pour penser? Alors, vous me direz que les Américains sont très religieux, donc après tout, ils se disaient, oui, mais la religion, c'est bien, c'est un bon obstacle au communisme, etc. Mais on savait bien que le seul véritable intention moderniste de ce monde qui avait été colonisé, qui devenait soudainement indépendant, c'était cette idée que représentait Nasser, c'est-à-dire on va exister, on va faire la Ligue arabe. Nasser crée la Ligue arabe. Les Saoudiens créent la Ligue islamique mondiale. Vous voyez le plan, comme il se déplace sur le plan. Mais tout ça, on ne l'a pas vu. On ne l'a vu qu'à travers le prisme de l'Est-Ouest. C'est-à-dire, les ennemis de nos ennemis sont nos amis, et les amis de nos ennemis sont nos ennemis. Voilà, donc, j'ai travaillé dans ce monde-là, donc je peux vous expliquer les règles. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez fascinant a posteriori quand on les revoit. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Ukraine aujourd'hui se retrouve dans un état d'un... comment on appelle ce matériel qui est dans les crayons le graphite. Et quand on presse le graphite, ça devient un diamant. En fait, ils se sont soudés. Est-ce que l'Ukraine ne va pas devenir un grand Israël? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'encore une fois, une nation se crée aussi dans la guerre. C'est vrai qu'il y a un moment où, si vous voulez, l'unité nationale se fait à travers le martyrologue. Pour les Russes, il est évident que la Seconde Guerre mondiale, ça a été un grand facteur de consolidation du régime, puisque finalement, il avait fallu tous se regrouper pour combattre l'ennemi qui était l'ennemi allemand, nazi, qui était vraiment un ennemi d'une extrême brutalité. Bon. Donc on a souvent ce genre de phénomène dans l'histoire, c'est-à-dire tout à coup une identité se crée parce que c'est l'agression qui la fabrique. Oui, donc c'est fort possible qu'il y ait tout à coup une identité ukrainienne. Ce qu'il faut, c'est que cette identité soit hétérogène, c'est-à-dire qu'elle tienne compte du fait qu'il y a effectivement des minorités polonaises qui se retrouvent en Ukraine, qu'il y a des minorités russes qui se retrouvent dans le Donbass, etc. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans la position de Macron, dans son discours, c'est qu'il dit, de toute façon, nous élèverons l'aide militaire à l'Ukraine,
parce que ce qu'il faut, c'est faire comprendre à Poutine qu'il ne gagnera pas la guerre. C'est-à-dire à chaque fois qu'il montera, si vous voulez, on augmentera nous-mêmes la contribution. Et donc, qu'il faut qu'il se rende compte que ne gagnant pas la guerre, la seule solution, c'est de revenir à une espèce de table de négociation. Il a des arguments, notamment la situation des russophones de l'Est, notamment la situation de la Crimée. Et donc, si on arrive à ce que il ne puisse pas y avoir de solution guerrière à cette crise, on peut imaginer qu'on arrive à trouver une solution. Vous savez, c'est ce qui s'est passé dans les guerres de décolonisation. Hein. La guerre était gagnée en Algérie, il a quand même fallu des négociations. La guerre au Vietnam a été perdue, mais quand même, il a fallu des négociations. Donc, vous voyez, il y a tout à coup, à ce moment-là, un sursaut, si vous voulez, de quelques hommes politiques qui se disent « bon, c'est fini, on arrête ». Oui, mais c'est là où, quand on a arrêté la guerre en Alger, il fallait une personne qui a réussi à prendre une décision anti-populaire, qui était De Gaulle. Il a pris une décision anti-populaire, non? Est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui est capable de prendre une décision anti-populaire? Non, l'Algérie, c'est comme la Russie. C'est-à-dire que c'est le contingent qui fait la guerre. Ce n'est pas l'armée de métier. En Indochine, c'était l'armée de métier, donc c'était loin. En Algérie, c'était le contingent. C'était les jeunes qui étaient mobilisés, qui devaient partir en Algérie. Donc l'opinion publique, au bout d'un certain temps, n'était pas favorable à cette guerre. Il fallait trouver une solution. Le seul qui a pu trouver une solution est celui dont la légitimité politique était inattaquable. C'est-à-dire c'était De Gaulle. On fait revenir De Gaulle. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est de ce niveau-là d'autorité pour mettre fin à la guerre de l'Ukraine? Je cherche. C'est ça peut-être le problème, c'est qu'il n'y a pas de... Regardez, quand j'ai écrit La fabrication de l'ennemi, je me suis posé à la fin une question, c'est finalement, est-ce qu'on peut déconstruire l'ennemi? C'est quand même une question importante. Le seul exemple que j'ai et qui a véritablement marché historiquement, c'est la réconciliation franco-allemande. On s'était fait 3 guerres, c'était vraiment des cicatrices très vives qui restaient encore dans la population. Or, vous avez 2 hommes d'État, qui sont De Gaulle et Adenauer. De Gaulle, vous connaissez son histoire, Adenauer, il avait combattu dans l'armée danoise contre l'armée nazie. Et ces 2 hommes-là disent, on arrête le match, on fait la réconciliation. Ça n'a été fait nulle part ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut effectivement ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il faut tout à coup quelqu'un qui ait la dimension d'un homme d'État, qu'on ne puisse pas accuser d'être un traître, un vendu, tout ce que vous voulez, et qui va dire... Et qui en a, hein. Et oui, c'est ça, et qui va dire, bon, c'est fini, on arrête le match. Et encore une fois, on ne va pas dire, ah oui, mais on va redessiner les frontières, c'est pas de la mesquinerie, c'est une ambition politique. Vous savez que par exemple, quand De Gaulle va inviter Adenauer pour justement préparer le traité de l'Élysée, il va l'inviter à colomber les 2 églises, il ne va pas l'inviter à Paris, parce qu'il a peur des manifestations d'anciens combattants à Paris. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à préparer en secret, si vous voulez, et finalement, la chose paraît tellement évidente que plus personne, je ne sais pas, je n'ai pas regardé les commentaires politiques à l'époque du traité de l'Élysée, mais ça serait intéressant de se dire, mais qui a dénoncé le traité de l'Élysée à l'époque? Qui s'est positionné sur le thème, non, la France, etc. Ce serait rigolo à revoir. Mais on voit bien qu'on peut déconstruire l'ennemi. Mais encore une fois, il faut ce que vous dites, simplement sur le champ politique aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que Zelensky et Poutine peuvent après tout se rencontrer. Il y avait dans l'histoire, vous qui êtes un historien, une chance pour la Russie de se débarrasser de cette machine que j'appelle la machine de KGB, ou la machine des services spéciaux qui prend naissance en 1922. Parce que si la Russie n'était pas par hasard retrouvée dans le camp des démocraties, et si elle restait avec Hitler, dans ce cas-là, les forces démocratiques iraient à Berlin et à Moscou. Et dans ce cas-là, la Russie perdante de la guerre pourrait redevenir un pays démocratique de force, comme d'ailleurs c'était le plan Marshall avec l'Europe. C'est parce que on ne sait jamais ce qui se passerait avec cette Europe s'il n'y avait pas le plan Marshall. Aujourd'hui, par exemple, l'Ukraine, si après la guerre on fait les élections, c'est pas évident que le bon camp va gagner. Et peut-être parce qu'elle va être à la merci de l'argent américain qu'elle va devenir la vraie démocratie. La Russie n'aura pas cette chance. Quelle est pour vous la chance de la Russie de se débarrasser de ce poids de KGB une fois pour toutes, ou pour de vrai? Écoutez, l'originalité du KGB, c'était d'être un service de renseignement intérieur et extérieur. Il faisait les 2 à la fois. Bon. Dans les pays démocratiques, en général, le service de renseignement extérieur s'occupe de l'extérieur et la DST, le régime de renseignement intérieur, s'occupe de l'intérieur. Bon. Je vous signale qu'aujourd'hui, avec le terrorisme, on ne sait plus si c'est du terrorisme intérieur ou extérieur, mais enfin, c'est pas grave, l'organisation subsiste. Donc,
ce n'est pas le KGB en lui-même, c'est le KGB dans son organisation, si vous voulez. Hein. C'est la façon de le construire dans un système où il serait sous le contrôle des autorités politiques et puis, effectivement, pour tout ce qui concerne la situation intérieure, il soit sous la garantie du juge. Est-ce que c'est une réforme qui est imaginable en Russie? Je ne sais pas. Hein. Moi, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la Russie. Mais je vous signale quand même que quand on a eu l'enquête sur la NSA, la National Security Agency américaine, on s'est rendu compte que même Macron était écouté par les Américains. Donc, si vous voulez, encore une fois, quand on est sur des terrains comme ceux-là, c'est-à-dire que tout le monde utilise ces techniques pour savoir ce que l'autre pense. Ça peut être un allié dans une négociation, ça peut être un ennemi. Donc, ne focalisons pas sur le KGB. Et donc, Poutine a considéré que le KGB, ou en tout cas le GRU, tout ce que vous voulez, se différencie de la politique intérieure. Aidons-le dans sa transition, mais pas en le traitant comme une espèce de diable, si vous voulez, dans lequel il ne peut pas discuter. Il faut pouvoir discuter avec lui. Il faut l'aider. Il faut aider la société russe à avoir ses modalités d'expression. Est-ce qu'il sera capable de l'accepter? Ça, je vous avoue que je n'en sais strictement. Il ne m'a jamais posé la question. Hein. Mais vous voyez bien que cette image du KGB, qui est une image héritée de la guerre froide, mais tout le monde l'a fait. La DGSE faisait des coups d'État en Afrique. Mais simplement, on est dans un régime démocratique, on dit « oui, mais ça, c'est pour le bien des Africains ». Vous voyez l'hypocrisie, encore une fois. Bon. Donc, il faut effectivement ne pas traiter, à mon avis, hein, mais je ne suis pas à la place des décideurs, il ne faut pas traiter Poutine comme un diable, il faut le traiter comme l'homme qui peut aider la Russie à sortir de cette crise qui a été la crise post-soviétique, post-URSS, disparition de l'URSS, en lui disant, de toute façon, ce n'est pas par la conquête que les choses peuvent se faire, il faut le faire effectivement avec le respect que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Après tout, est-ce véritablement si grave que ça? Que par contre, effectivement, on aide à ce que la balance des forces montre que nous, on se respectera, on fera des traités d'engagement nucléaire, militaire, tout ce que vous voulez, mais il faut engager des négociations sur tous les terrains qui sont les motifs d'inquiétude de la Russie, comme les motifs d'inquiétude des Occidentaux. Vous voyez? Bon, aujourd'hui, on n'est pas dans ce scénario, hein, c'est-à-dire que les gens qui, effectivement, essayent de garder la tête au-dessus de la guerre, pour se dire il faut aller au-delà, il faut commencer justement à parler avec les différentes forces politiques en Russie, sans désavouer Poutine. Il faut pouvoir arriver à faire que on arrive à ce que cette société se débloque, si vous voulez, se dégèle, et que, encore une fois, la question de l'Ukraine ne soit pas une espèce de pion avancé de l'OTAN dans la Russie. Il faut le comprendre aussi. Donc, est-ce qu'on aura des hommes politiques qui seront suffisamment conscients et suffisamment honnêtes, si vous voulez, pour le dire? En ce moment, ce n'est pas l'air du temps. En ce moment, si vous dites des choses comme ça, c'est que vous êtes un russophile effréné, un poutinophile. Non, mais c'est vrai qu'on vit dans une époque où la nuance, d'un côté, on veut des nuances, et de l'autre côté, il faut être noir ou blanc, comme l'échiquier. D'ailleurs, on dit que Poutine est un joueur d'échecs. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il nous bat avec son échiquier sur la tête, et que nous, on continue de jouer une partie. Vous savez, quand les journalistes ne savent pas quoi dire, ils disent de quelqu'un, soit c'est un joueur d'échecs, soit c'est un joueur de Go. Oui, exactement. J'ai jamais compris la différence, mais enfin bon, il paraît. Exactement. L'Ukraine nous a montré que, enfin l'Ukraine, historiquement, c'est un pays de mercenaires. Ils nous ont montré comment ils s'organisent par les temps des guerres. On parle que l'Ukraine devrait ou pas rentrer dans l'OTAN. Je ne sais pas pourquoi faire, parce qu'en fait, ils ont montré qu'ils sont tout à fait capables de se défendre eux-mêmes. Est-ce que l'Ukraine peut un jour devenir l'armée européenne? Pourquoi dites-vous une armée de mercenaires, l'Ukraine, je comprends pas? Parce que il y avait dans l'histoire de l'Ukraine, il y avait je ne sais pas, des Cosaques, oui, je ne sais pas comment on dit ça en français. C'est des guerriers, c'est des mercenaires. Oui, mais enfin, les Gaulois aussi, c'est des fonctionnaires, des combattants. Non, je crois qu'on ne peut pas construire. Et puis, c'est pas, en France, c'est interdit, pas en Ukraine. Quoi, le mercenariat? Bon, vous avez des sociétés privées de sécurité qui travaillent pour des gouvernements étrangers, c'est ce qu'on appelle du mercenariat, mais comme c'est un contrat commercial, le mercenariat, vous en avez deux sortes. Soit c'est effectivement des gens qui sont mandatés par un pays pour aller combattre dans une guerre, soit ce sont maintenant, phénomène nouveau, des sociétés militaires privées.
Aujourd'hui, en Irak, enfin quand il y a eu la guerre américaine en Irak, il y avait plus de ce qu'on appelait des contracteurs que de combattants. C'est-à-dire des sociétés militaires privées qui intervenaient dans une guerre internationale. Comme en Afrique du Sud. Alors au départ, ça commence en Afrique du Sud, c'est Executive Outcomes. Pourquoi? Parce que l'armée sud-africaine va tout à coup, quand il y a les accords de paix, va se, diminuer brutalement en volume. Et donc, ils vont constituer des sociétés militaires privées qui vont intervenir d'abord dans des crises africaines. Bon. Et donc, progressivement, ça va s'installer, puis ensuite, ça va se développer en Angleterre et puis aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, ces sociétés militaires privées accompagnent à peu près toutes les interventions militaires extérieures. Bon. Donc, dire que les Ukrainiens sont des mercenaires, c'est des petits joueurs à côté de ça. Enfin, je veux dire, quand vous dites qu'en Irak, il y avait plus de contracteurs que de GIs, tout à coup, ça vous recale un peu la chose. Donc, c'est pas parce qu'il y a eu les Cosaques en Ukraine que, si vous voulez, tous les Ukrainiens sont devenus des mercenaires. Non. Ce qui se passe, effectivement, c'est ce que vous constatez, c'est-à-dire qu'on fait une guerre de proxy, on fait une guerre intermédiaire, c'est-à-dire on fournit les armes pour que les Ukrainiens se battent. Est-ce que vous considérez que c'est du mercenariat? Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a beaucoup d'Occidentaux qui sont allés se battre en Ukraine. Je ne sais pas. Donc ne prenons pas le sujet sur ce terrain-là. Prenons-le comme si on y arrivait, comme deux acteurs, si vous voulez, suffisamment sérieux pour penser que la guerre est la pire des solutions. Encore une fois, vous êtes historien. Que pensez-vous va laisser après elle Angela Merkel comme personnage historique? Je ne sais pas, c'est très difficile. Écoutez, ça a été une femme politique qui a beaucoup pesé dans l'histoire allemande. Hein. C'est quand même une femme qui était née en Allemagne de l'Est et qui va devenir chancelière. C'est ça qui est louche. Ben non, c'est pas louche, c'est formidable. Elle savait de quoi elle parlait. Elle savait de quoi elle parlait. C'est pas elle qui a permis à Poutine son ascension? Je ne sais pas. On a l'impression. Pourquoi vous pensez qu'il avait besoin d'Angela Merkel pour arriver au pouvoir? Quand il devait succéder à Yeltsin, qui était un ivrogne, je veux dire, il suffisait de le pousser dans l'escalier, Yeltsin. Hein, donc non, je veux dire... Non, il était nommé par Yeltsin, il était nommé par l'ivrogne. Oui, mais d'accord, par Yeltsin, on sait bien ce que ça signifiait quand les dirigeants d'un pays comme la Russie. Et donc, c'est Poutine qui va effectivement progressivement le pousser dehors. Mais... je ne sais pas. Non, les décisions qu'a prises Angela Merkel et pour lesquelles, effectivement, elle a fait preuve, si vous voulez, d'une audace intellectuelle incroyable. Bon, d'abord, effectivement, elle pensait, elle, qu'il fallait une réconciliation avec la Russie. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais tout le monde le pensait. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on se disait, ben, après tout, c'est la seule manière d'arrimer la Russie que de commencer à faire des investissements, etc. etc. Bon. Et la deuxième chose, qui elle concerne beaucoup plus les Occidentaux, c'est l'idée que quand il y a eu les premiers migrants qui sont arrivés par bateau, elle a dit, nous on en prend 1 million. Simplement, comme vous avez remarqué, l'Allemagne n'a pas de frontière méditerranéenne, si vous voulez. Donc ces millions, ils devaient arriver de partout. Et ça, c'était une décision qui, elle, était beaucoup plus déstabilisante, parce que c'était un formidable appel d'air et une formidable légitimation de l'immigration illégale. Bon, donc ça, Mme Merkel vit tranquillement sa retraite, mais... vous savez, il y a les deux aspects, encore une fois, dans les décisions que prend quelqu'un qui est un homme d'État. Il va évidemment aller contre l'air du temps, en disant 1 million de migrants, nous avons besoin de main-d'œuvre. Mais en même temps, avec la Russie à l'époque, tout le monde se disait qu'il fallait avoir des liens économiques, politiques avec la Russie, et donc amener les entreprises. Renault était un gros investisseur en Russie. Simplement, effectivement... c'est peut-être la manière dont on a diplomatiquement reconnu la place que la Russie devait occuper dans la sécurité européenne. Je vous ai cité l'exemple de la Yougoslavie ou des choses comme ça. Bon. Et en même temps, on avait du mal, si vous voulez, à comprendre que l'étranger proche de la Russie, encore une fois, c'était des États frontaliers. C'était la Géorgie, c'est le Donetsk, le Donbass, c'est l'Ossétie, etc. Donc... personne n'avait l'intention d'aller se battre pour l'Ossétie. Il faut quand même bien le dire. Et si demain il y a un problème avec les Russes du Kazakhstan, c'est pas l'OTAN qui va se mobiliser pour aller... Bon, d'ailleurs, on fait le 7 décembre une discussion avec un groupe de travail qui s'appelle Géopragma, justement sur où en est la situation des 25 à 30 millions de Russes qui sont hors des frontières. En fonction de ce qui va se passer en Ukraine, on est en droit de s'interroger, si vous voulez, parce que, encore une fois, les scénarios pourraient être complètement différents. Au Kazakhstan, bon, il y a même un apparatchik qui sait comment ça fonctionne, qui est au pouvoir, donc il devrait quand même tenir sa population. En Azerbaïdjan, pareil, ce sont des apparatchiks qui ont pris le pouvoir. Mais il reste que ces gens-là doivent quand même commencer à travailler dans leur tête en se disant, mais qu'est-ce qui risque de se passer demain?
Et là, il n'y aura pour pas le l'OTAN moment, derrière. le PIB de l'Arménie, il va progresser cette année à 8 fois parce qu'il y a... Parce qu'il y a beaucoup de Russes qui immigrent avec après la mobilisation. Il y a énormément de Russes qui ont immigré dans les pays comme l'Arménie, Kazakhstan aussi, avec beaucoup d'argent et avec beaucoup de connaissances. C'est tout ce qui est high-tech. En fait, c'est presque tout bénef pour eux. Ben écoutez, tant mieux pour les Arméniens parce qu'ils tirent la langue. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais là, il y a... Mais vous savez, moi, il y a un épisode que j'ai trouvé très drôle, c'est quand Poutine arrive au pouvoir, rappelez-vous, il va se payer Khodorkovsky. Khodorkovsky, milliardaire à 25 ans, quand même. C'est un homme qui avait une trajectoire un peu rapide, quoi, quand même. Je ne prendrai pas sa défense automatiquement. Non, mais attendez, je vais dire une histoire. C'est pas prendre sa défense. C'est que c'est un homme de l'époque de Yeltsin, c'est-à-dire il avait purement... Un impérialiste. Il avait pris le pétrole russe. Bon. Ah oui, oui, bien sûr. Et donc, si vous voulez, quand Poutine va lui faire rendre gorge, etc., première réaction des Occidentaux, c'est attention, il a droit à un procès juste. On ferme sa gueule quand on a affaire à un gangster comme ça. Mais c'est pas grave. Par contre, tous les autres oligarques ont bien compris qu'avec Poutine, ça risquait de ne pas être aussi facile qu'avec Yeltsin. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait sortir leur fortune. Et où est-ce qu'ils l'ont mis? Ils les ont mis à Monaco, ils les ont mis au Liechtenstein, ils les ont mis dans les îles Anglo-Normandes, ils les ont mis à la City. Et leur argent ne sentait pas. Ben, ça veut dire que l'argent ne sent jamais, l'argent n'a pas d'odeur. Mais c'est-à-dire, encore une fois, c'est les pays qui donnaient des leçons, si vous voulez, qui ont accueilli tous ces pourris, tous ces gens qui avaient pillé la Russie. On n'en a jamais arrêté un. Non, mais je vous l'accorde. Et ben, donc, vous voyez bien que quand même, on ne peut pas avoir d'un côté les gens qui disent oui, mais nous sommes le droit, la justice, etc. Vous savez, à l'intérieur de l'Union européenne, à l'époque où les Anglais étaient dedans, il y avait 35 paradis fiscaux. 35. Pourquoi? Parce qu'il y avait Monaco, le Liechtenstein, le Luxembourg, les îles anglo-normandes, les îles Caraïbes, vous savez, où sont les Anglais, etc. Vous dites, mais attendez, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on dit qu'on veut faire de la démocratie, de l'honnêteté, de la lutte contre la corruption, et on laissait survivre à l'intérieur de l'Union européenne des choses comme ça. Alors un jour, dans un livre que j'ai dirigé à l'IRI, c'est la think tank de Boniface, j'avais écrit un article, justement, c'était « Peut-on récupérer l'argent des dictateurs déchus ?» Et alors j'avais écrit un article sur pourquoi il faut envahir le Liechtenstein. Et oui, parce que je disais, écoutez, la défense européenne, on n'y arrive pas, mais enfin, le Liechtenstein, ça devrait être un objectif qu'on devrait pouvoir effectivement conquérir. Et puis, c'est sûr qu'on va trouver là-dedans un certain nombre d'argent détourné, puisque, rappelez-vous, on était à l'époque en France avec l'histoire de la fondation de Madame Bettencourt, cette fondation qui, évidemment, avait son siège au Liechtenstein. Donc, on dit, tiens, pourquoi donc? Et donc... j'avais écrit cet article, et puis un beau jour, dans une conférence, il y a un type qui vient me voir et qui dit « Monsieur, je suis citoyen de Liechtenstein ». Et je lui dis « Vous êtes banquier ?» Il me dit « Oui. » Qu'est-ce que vous voulez qu'on se dise? Vous voyez ce que je veux dire? Cette hypocrisie-là, ça fait aussi partie du travail des intellectuels que de la dénoncer. D'ailleurs, l'argent qui était gelé des Russes, des oligarques, qui ne sont pas des oligarques, parce que je ne vois pas en quoi ils sont oligarques, les riches russes, c'est l'argent d'État, en quelque sorte. Qu'est-ce qui va devenir, à votre avis, cet argent qu'on a gelé? On va pouvoir le donner aux Ukrainiens, de point de vue de loi? C'est-à-dire que, si vous voulez, si vous ne savez pas quelle est l'origine de l'argent, il n'y a rien dit qu'elle vienne d'Ukraine. Si elle vient de Russie... Non, c'est l'argent des Russes. Oui, c'est ça. On a gelé et que... Mais je ne suis pas sûr qu'on va le donner aux Ukrainiens, parce qu'encore une fois, la justice... Mais qu'est-ce qui va devenir? Parce que si la Russie n'a pas perdu militairement... On va faire un compte, on le mettra au trésor, et puis on attendra que les successeurs des successeurs des successeurs puissent faire valoir... Et le fait que Abramovich, qui est quand même numéro 1 de Poutine, est exempt de sanctions, est-ce normal? Il possède un club de foot. Oui, celui qui a vendu le club de foot. Et aujourd'hui, on lui a donné comment on appelle ça, une indulgence. Parce que tout le monde, les fonds de tout le monde sont gelés, sauf les siens, parce qu'il paraît qu'il participe dans la négociation de, je ne sais pas quoi, de libération des otages, trucs. Et du coup, il est exempt des sanctions. C'est quand même, le comble. C'est vous qui me le dites, moi j'avoue, je ne savais pas. Oui, c'est le comble. De toute façon, bon, quand il y a des affaires de gros sous comme ça, en général, il y a toujours des gens qui arrivent à passer entre les gouttes, il ne faut pas vous inquiéter, mais vous avez le même phénomène avec les pays du Golfe.
Ouais. Vous avez des énormes fortunes, si vous voulez, qui vont se placer à la City, parce que la City est une place financière qui garantit l'anonymat, etc. Donc, si vous voulez, avant d'arriver à mettre un peu d'ordre là-dedans, je crois qu'on aura... Moi, je serais mort, en tout cas, vous, peut-être pas, mais moi, je serais mort. La France était, dans cette guerre, se voulait être dans le centre de négociation. Elle proposait une paix à Zelensky. C'était la paix dite italienne, parce qu'il y avait Draghi, Macron et Scholz. La France, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle reste seule, parce que les Allemands se sont rangés vers les Britanniques dans la position par rapport à l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la France est abandonnée presque? Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas. Je sais pas. Vous savez, ça tient à l'opinion publique, à la perception de la guerre, à la façon dont évolue le conflit sur le terrain, au fait que des frappes sont faites sur le territoire russe, etc. Mais je vous avoue que je ne suis pas là-dedans et je ne sais pas. Je sais pas. Si on arrive demain à trouver une solution de paix, de négociation d'abord avant d'arriver à la paix, tout le monde sera satisfait. Mais cela dit, je ne peux pas vous dire. Depuis le début de la guerre, et maintenant, votre vision de ce qui se passe, elle est plutôt vers le pessimisme ou vers l'optimisme? Votre vision de la situation a changé? Ou elle reste plus ou moins la même? C'est-à-dire que, rappelez-vous que quand commence la guerre, on a l'impression que l'offensive sur Kiev va rapidement aboutir à la conquête de la capitale. Mais on a vite compris que ce n'était pas ça, oui. On a vite compris que ça ne marchait pas. Bon. Donc, si vous voulez, ça détruit un des premiers mythes, qui était celui que vous évoquez, c'est-à-dire l'armée russe va rapidement régler son compte à l'Ukraine. Ensuite, vous avez tout ce basculement qui fait que l'armée va aller rejoindre les populations, enfin les régions est de l'Ukraine, avec une offensive qui va se dérouler le long de la mer d'Azov, etc., etc. Mais qui cale sur Odessa. Donc moi, je ne suis pas militaire, je ne connais pas les dernières informations sur le sujet, mais on a l'impression qu'on arrive à une espèce de statu quo militaire. Alors ce qui devient grave, c'est qu'effectivement, à partir du moment où, quand les Ukrainiens arrivent à frapper sur le territoire russe, que ce soit en Crimée ou que ce soit là, à ce moment-là, Poutine réplique avec des bombardements qui, eux, touchent beaucoup plus les civils. Donc, si vous voulez, on a l'impression que malheureusement, on arrive à discuter ou à calmer ni l'un ni l'autre. Si effectivement... Zelensky pouvait annoncer qu'il renonce, si vous voulez, à frapper le territoire russe ou des intérêts russes, on verrait à ce moment-là qu'est-ce que serait obligé de faire Poutine. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que si on ne les arrête pas, ils sont l'un et l'autre, si vous voulez, en pensant que la guerre, qu'ils vont gagner la guerre. Or, gagner la guerre, ça ne fait que créer la guerre future, quoi. C'est vrai que les Ukrainiens sont prêts à mourir, comme ils disent, jusqu'au dernier. Maintenant, est-ce que l'Europe est prête à mourir? Écoutez, moi, ce qui me caractérise le complexe militaro-intellectuel, c'est que c'est armons-nous et partez. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, il faut fournir des armes, mais pas nous. Hein. Nous, on n'est ni Debray, ni Hemingway, ni Malraux. On ne va pas aller faire la guerre. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Parce que si vous avez des gens qui vous disent il faut aller faire la guerre, il faut les aider, il faut aller... Quand vous pensez que Bernard-Henri Lévy se contentait d'aller à Kiev pour marquer sur un mur liberté, égalité, fraternité, qui se fait filmer pour ça... Je me dis, nom de Dieu, mais c'est pas possible, quoi. Comment est-ce qu'un individu peut pousser les autres à faire la guerre? Voilà, donc c'est pas très honorable pour les intellectuels français, mais malheureusement, c'est la caractéristique. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez inquiétant, parce que si effectivement on pouvait arriver à leur faire comprendre, et à l'un et à l'autre, qu'il ne peut pas y avoir de solution militaire à cette guerre, peut-être qu'on peut à ce moment-là engager des négociations. Vous savez, avec l'Algérie, la guerre était gagnée militairement, elle a été perdue politiquement. En Indochine, elle a été perdue militairement, elle a été perdue politiquement. Donc vous voyez, toutes les formules ont existé. Il faut espérer qu'il y en a tout à coup un qui va se lever un matin en disant bah, « Tiens, si après tout, on commençait à discuter sérieusement. » quoi. Espérons qu'il est né. Espérons. Malheureusement, je ne vous garantis pas le résultat. Merci. Mais je vous en prie. Merci à vous.